Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Allez, je vous invite à suivre le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, le tour d'horizon de l'actualité sportive avec LGT News. Kylian Mbappé a été officiellement présenté au Real Madrid. Ça fait le buzz. La rivalité entre Messi et Ronaldo alimente les débats depuis plusieurs années maintenant. Vainqueur une nouvelle fois de la Copa América, Messi a-t-il définitivement pris le meilleur sur Ronaldo? C'est notre actu. Très bonne soirée sur la 3, en compagnie de Marie-Christine Degré et son équipe. Voilà, et c'est parti pour une heure d'émission en votre compagnie, très chers téléspectateurs. Bien sûr, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et je serai accompagné de Roger Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Begré. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Dagochal, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et je termine avec Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Macri. Voilà. Et bien sûr, comme donné dans le sommaire, la rivalité Messi-Ronaldo, toujours d'actualité. Alors la question LGT est ainsi formulée. Football international, vainqueur une nouvelle fois de la Copa América, Messi a-t-il définitivement pris le meilleur sur Ronaldo? Vous pourrez bien sûr participer à l'émission, nous appelons au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99 et toujours la page Facebook de la 3 disponible pour vous, très chers téléspectateurs. Voilà. Bon, on part avec la première rubrique de cette émission et bien sûr, c'est LGT News. On y va. LGT News. Mercato. Mohamed Silla et Serigne Leba rejoignent le MC Oran. Après avoir recruté plusieurs Algériens évoluant en Europe, le MC Oran s'est tourné vers le continent et a fait signer 2 Ivoiriens ce week-end. Il s'agit d'Edmond Serigne Leba et Mohamed Silla. L'ancien pensionnaire du RCA s'est engagé pour les 3 prochaines saisons, tout comme son compatriote qui a quitté la SEC Mimosa en fin de saison. Le nouvel attaquant du Mouloudia d'Oran, Mohamed Silla, a exprimé sa grande joie de rejoindre les Amraoua en espérant réaliser une grande saison. Je suis heureux d'être dans ce club et j'espère que nous réaliserons une grande saison avec le Mouloudia d'Oran, a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux du club. LGT News. OL, Sinali Diomandé et Paul Akokou écartés du groupe. L'OL essaie de lancer une révolution après avoir terminé 6e la saison dernière. Leur nouvel entraîneur confirmé, Pierre Sage, et le directeur sportif, David Friot, auraient décidé de faire du ménage dans l'effectif lyonnais. Voilà, Jean-Philippe, on commence avec vous, le débrief des news. C'est triste ce qui se passe en Argentine. Moi, je l'ai toujours dit, c'est le seul pays de l'Amérique du Sud qui ne compte aucun noir dans sa sélection, alors que c'est un pays quand même qui a connu une vague d'esclaves qui, partis du Brésil, se sont retrouvés du côté de l'Argentine. Mais quand on regarde l'histoire de l'Argentine, il y a une extermination de cette population. Et ça se ressent même dans, je dirais, l'attitude aujourd'hui de certains joueurs de cette équipe nationale. C'est un peu d'ordre sociologique, pratiquement, ce racisme latent qu'il y a du côté de ce pays. Il ne faudrait pas oublier qu'aujourd'hui, ce pays est dirigé par l'extrême droite. Et qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le pays d'Amérique du Sud qui a accueilli le plus de nazis. Donc, ils ont une longue tradition avec le racisme qui a dépassé encore les limites. Voilà donc une équipe nationale qui remporte une compétition continentale à laquelle la France n'a pas pris part. La France ne s'est même pas intéressée à cette victoire et ils arrivent encore à proférer des chants racistes comme on appelle, vis-à-vis des joueurs d'origine africaine de cette équipe de France. Ce qui est drôle, c'est que ces jeunes Argentins, même peut-être, ne connaissent pas très bien l'histoire du peuplement de leur pays. La majeure partie des Argentins, ceux qu'on présente comme des Argentins, sont d'origine italienne. Ils ont migré en Argentine. Ce n'était pas un territoire qui était, je dirais, inhabité. Ouais. Voilà, donc vous-même, vous avez des origines européennes dans votre sang, vous jouez pour un pays et vous estimez que les autres n'ont pas le droit, au vu de leurs textes légaux, de pouvoir se considérer français. Des chants où ils disent, par exemple, des garçons ont leur maman camerounaise, leur papa tchadien, leur grand-père nigérien, et on les appelle les Français, ils jouent pour la France. Je trouve que c'est inintelligent de la part de cette équipe nationale et de ces garçons. C'est une équipe qui, à mon sens, était trop protégée par la FIFA. Ce n'est pas la première fois qu'ils commettent ce genre d'actes.
À chaque fois, on essaie de minimiser ça. Je pense que cette fois-ci, la saisine de la Fédération française de football doit amener la FIFA à les sanctionner une bonne fois pour toutes, pour que, voilà, s'ils n'arrivent pas à réfléchir, ça puisse rester entre eux. En tout cas, c'est bien dommage et justement, ce faux pas qui tâche la célébration de la victoire Je crois qu'en 1978, Johan Cruyff, joueur hollandais, avait refusé d'aller jouer la Coupe du Monde en Argentine pour protester contre la dictature à l'époque. Bon, c'est bien fait pour eux. Bon, et en plus, la fédération, je suis dépassée, la Fédération française de football a décidé de saisir la FIFA. Oui, bien évidemment, parce que vous voyez, après ce genre d'acte, normalement, il aurait dû avoir une autosaisine de la FIFA ou de la Common Ball, Amérique du Sud. Confédération, voilà, pour ce genre d'acte. Ce n'est pas du tout bon pour le champion de leur continent de se comporter ainsi. Donc maintenant, la balle est dans le camp de la FIFA. On va voir quelle réaction elle aura par rapport à cet acte qui, en tout cas, alors qu'il y a de nombreuses campagnes de lutte contre le racisme qui sont initiées par la FIFA, on sait comment ce racisme a un tout petit peu impacté négativement l'image du football ces dernières années. Voici l'équipe nationale d'un pays qui est championne du monde, qui vient de remporter un trophée continental qui s'adonne à ce genre d'acte. Bon. Je pense qu'on va suivre le déroulement. On va suivre le déroulement, comme l'avait dit Jean-Philippe, l'Argentine qui vient de remporter la Copa América. Et puis, dans la célébration, justement, sort des chants à propos racistes, franchement. Bon, oui, Coach Alain. Oui, on va parler un peu du mercato. Je ne parle pas du côté de l'Algérie, où il y a 2 Ivoiriens qui ont signé au Mouloudia d'Orient. Il s'agit de Serigne Yoleba et puis Mohamed Silla que j'ai eu à la FAD dans les années passées, qui est parti du côté des gagnants, il a fini meilleur buteur, deuxième meilleur buteur. Ensuite, Onyoleba, qui est passé par le Racing Club, après qui a terminé par la SEC. Ces joueurs, ils sont talentueux. Ils avaient plusieurs fois tapé à la porte de l'extérieur. Je pense que cette fois-ci, ils ont essayé, pour moi, d'essayer de faire un bon choix. Espérons maintenant qu'ils soient éloignés de toutes les blessures et que surtout un jeune comme Nyoleba, qui est un très grand milieu de terrain défensif, qu'il soit éloigné de blessures et puis surtout qu'il revoie un peu son comportement. Je pense qu'il va apporter un plus à cette équipe-là parce qu'après, il essaie de sortir un peu de tout ce qui est football et puis essaie de mettre un peu sa couleur au devant. Je pense que s'il garde et il met un peu d'eau dans son vin, il sera un très bon milieu de terrain à l'avenir et surtout un Mohamed Silla qui est un artificier, un meilleur buteur qui se retrouve en Algérie. Espérons qu'il soit à 100% de ses capacités. Puis on verra ce qu'ils vont apporter plus un jour, on ne sait jamais, peut-être à l'équipe Chan qui maintenant va s'élargir sur tout ce qui évolue en Afrique. J'espère qu'ils nous feront du bien. Bonne chance à eux. Bonne chance à eux. On leur souhaite beaucoup de bonheur. Voilà, Mohamed Silla et Serigne Yoleba qui rejoignent le MC Oran en Algérie. Oui. Voilà. Et puis l'Angleterre. Voilà, l'Angleterre qui a perdu ce week-end la finale face à l'Espagne, la finale de l'Euro 2024. Oui, donc le sélectionneur qui quitte son poste. Oui, Gareth Southgate qui a décidé de démissionner de son poste de sélectionneur des Three Lions, l'équipe de l'Angleterre qui a donc perdu la finale de l'Euro face à l'Espagne. Malédiction, certes. Mais que dire justement de ces personnes qui se plaignent comme quoi ces choix tactiques ont créé la défaite Bon, oui, quand même, je l'ai vu sur l'Euro. Oui, c'est vrai qu'il jouait pas mal en 3. En 3-2-3-1, il jouait pas mal en 4-3-3. Bon, son 4-3-3 était un peu stéréotypé parce que Saka et Foden n'étaient pas performants, Kane n'était pas alimenté en ballon. Donc cet avis. Mais par exemple, en demi-finale, il a fait un très beau match. Quand il a cherché son dispositif, qu'il a mis Jude Bellingham sur le couloir gauche et qu'il a mis Foden dans l'axe en électron libre, l'Angleterre a très bien joué. Non, mais là, on parle plus de la finale. Oui, mais la finale. Mais écoutez, ma chère Marquesine Begré, Spalletti, l'anglais, est-ce qu'il a réussi face à Fuente? Non. Nagelsmann, l'allemand, n'a pas réussi face à Fuente. Didier Deschamps, le français, n'a pas réussi face à Fuente. Lui également, il a joué face à Fuente, l'espagnol. Donc, tous les grands sélectionneurs de cette compétition se sont trouvés devant un mur qui était l'Espagne, qui était la meilleure équipe du tournoi, qui a dominé tout le monde, aussi bien collectivement, aussi bien individuellement, aussi bien tactiquement. Donc oui, il n'a pas rougi parce qu'il a perdu face à la meilleure équipe du tournoi. Et d'ailleurs, quand Jude Bellingham fait la remise pour Palmer qui égalise, à un certain moment, on a pensé que
l'Angleterre allait revenir à la hauteur de l'Espagne. Bon, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été fait. Dommage pour lui, mais j'avoue que moi je l'aimais bien. Voilà, vous l'avez dit, les Anglais sont très exigeants. Et puis bon, on note donc la démission du sélectionneur anglais. Oui, un tout petit peu, un tout petit... Oui, les Anglais lui ont simplement demandé pourquoi il a pu garder, comment il s'appelle, Saka et Foden pendant tout ce temps, sachant très bien que il n'y avait pas que, il y avait les autres qui pouvaient automatiquement relever la tête. C'est ce qu'ils lui ont reproché pendant les 2 matchs. D'accord, ok, bon, on ne va pas rentrer dans la polémique, s'il vous plaît. Messieurs, allez, il est l'heure de la pub, la publicité, si vous permettez, messieurs. On y va, allez, la pub. Allez, nous poursuivons notre soirée sportive en votre compagnie, très chers téléspectateurs, très chers amoureux du sport. Et nous passons à présent à ce qui crée le buzz sur le plan sportif. On y va. C'est fait. Nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé, oui, c'est de lui qu'il s'agit, a été officiellement présenté au stade Santiago Bernabéu ce mardi 16 juillet devant plus de 80 000 personnes. C'est un jour historique pour l'enfant de Bondy. On regarde cet élément et après on en parle sur le plateau de la grande team. Voilà, nous sommes en direct sur la 3. Messieurs, s'il vous plaît. Voilà, on va s'intéresser. Ils ont dit quelque chose en antenne, je préfère ne pas vous dire. Très chers téléspectateurs. Voilà, Kylian Mbappé, officiellement présenté aujourd'hui en grande pompe devant 80 000 spectateurs. 85 000. 85 000 oui. D'accord, bon, moi j'avais l'information de 80 000, mais c'était phénoménal. Dago Charles, on en parle. Écoutez, c'est le plus grand club du monde. Hein. Ils ne font pas les choses... dans la dentelle, ils ont fait une présentation somptueuse. Et surtout que ce garçon lui-même rêvait de venir jouer au Real Madrid. Ils ont mis tout ce qu'il fallait pour vraiment contenter non seulement leur public, mais la planète entière. Maintenant, ok, il reste à savoir maintenant ce que Kylian Mbappé va apporter de plus à ce grand club-là. C'est vrai que ce club a déjà tout gagné. Il n'y a plus rien qui surprendrait quelqu'un. Mais dans le contenu, je pense que c'est là où les gens l'attendent. Parce que cette année encore, ils ont gagné la Ligue des Champions, ils sont champions d'Espagne. Je pense que c'est dans le contenu, dans le jeu élaboré par ce groupe-là où on atteint un peu plus Kylian Mbappé. Donc félicitations au Real Madrid qui a pu franchement faire signer ce garçon. Espérons maintenant que ils prennent plaisir dans ce club. Ils prennent plaisir. Bon, on en parlera. Hein, mais bon, revenons à cette présentation, cette magnifique présentation. Jean-Philippe. Ben, écoutez, le stade Santiago Bernabéu, de ses 8 niveaux, a fait le plein. Il y a eu déjà l'annonce de la distribution gratuite des tickets, puis il y a eu des dizaines de milliers de tickets qui ont été échangés au marché noir. Et ce matin, très tôt déjà, toutes les rues aux alentours du stade Santiago Bernabéu étaient noircies de monde. On attendait ce grand événement qui a été annoncé à diverses reprises. Vous savez, l'histoire de Kylian Mbappé et le Real Madrid, ça a commencé déjà en 2012, où tout petit, il avait pu bénéficier d'un stage et d'une visite au centre d'entraînement de cette équipe. Il y avait été emmené par un certain Zinedine Zidane, qui s'est retrouvé aujourd'hui sur l'estrade pour l'accueillir dans sa maison. Et il n'a eu qu'un seul rêve, c'était de rejoindre cette équipe. Ça a failli se faire déjà lorsqu'il sortait du centre de formation. Ensuite, il a rejoint Monaco où il a explosé. Quand il sortait de Monaco, il devait se retrouver à Madrid. Mais bon, son entourage et surtout certains conseillers lui ont fait savoir que le Real de 2018 était quand même trop haut pour lui. Parce que quand on voyait les joueurs qui y étaient, ce n'était pas sûr qu'il allait avoir un temps de jeu, qu'il fallait qu'il grandisse en France. Il a fait le choix du Paris Saint-Germain, qui a fini par tomber très amoureux du garçon au niveau de ses dirigeants. Et ils avaient décidé de garder jalousement ce joyau. Le Paris Saint-Germain ne voulait plus s'en défaire. Il s'en est suivi, je dirais, 2 longs bras de fer avant que cette fois-ci, au forceps, il décide de se libérer de cette étreinte et donc de signer dans son club de cœur. Il a dit lui-même de par sa bouche. Quand il était petit, il avait un rêve, arriver au Real. Ce n'était pas le meilleur élève en espagnol de sa classe, mais il a bossé dur pour pouvoir maîtriser cette langue parce qu'il savait qu'il allait arriver là. Moi, je vois déjà son arrivée. Je ne parle même pas déjà de ce qu'il va réaliser.
Et déjà, son arrivée, je vois l'aboutissement quand même d'un projet de famille qui était mis en place depuis longtemps, suite à un rêve qui a été pensé par un garçon, un gamin qui a dit à ses parents, mon rêve c'est d'y aller, et ils l'ont accompagné. Maintenant, il est arrivé là et il a dit, c'est à lui maintenant de saisir la balle en main. Quand il regarde derrière lui et qu'il voit les 15 trophées glanés sur la scène européenne par le Real Madrid, il sait qu'on n'attend qu'une seule chose de lui du côté de Madrid, c'est de continuer donc à remporter des trophées. Et justement, à écrire sa légende. Écrire sa légende, oui. C'est un garçon vraiment formidable. Vous avez tellement bien résumé tout ceci, Jean-Philippe. On voit ses parents émus, sa mère en larmes, son père aussi touché par l'émotion. Coach Alain. Ben écoutez, quel parent ne serait pas heureux de voir ce jeune homme-là arriver à ce sommet-là, arriver à cette place-là, et puis à quel âge? C'est normal que sa maman soit émue, c'est normal que son père soit aux anges, parce qu'ils ont pu réaliser le rêve de leur fils quand il était très petit. Aujourd'hui, ils ont fait tout ce qu'il leur a demandé. Maintenant, à lui maintenant, d'aller accomplir tout ce qu'il voulait accomplir. Il lui reste quoi? Il a déjà eu la Coupe du Monde, il lui reste seulement l'Euro. Et après l'Euro, une Champions League. Et puis je pense que... Le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or. Et puis il aura gagné tout dans sa vie. À seulement combien? 24 ans. 24 ans. Il va maintenant, peut-être à 25 ans ou bien 26 ans, il aura tout gagné. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est bon vent. Même s'il revient d'une équipe que nous tous, certains parmi nous ici supportent, surtout moi, je suis parisien. J'ai un pincement au cœur de le laisser partir, mais écoutez, c'est l'avenir de l'enfant qui prime par rapport au club. C'est ce que certains de nos dirigeants ne comprennent pas. Quand un joueur n'a plus sa tête dans un club, c'est mieux de le laisser partir. Aujourd'hui, il a tout son esprit au Real. Bon vent à lui et que Dieu fasse qu'il soit vraiment le Kylian Mbappé qu'il souhaite. Kylian Mbappé qui vit un rêve éveillé. Hein. Il a dit, je jouerai où l'entraîneur me fera jouer. Du coup, il n'est même plus exigeant. Oui, mais justement, ça dit que le maître mot qui revient dans tout ça, c'est le mot rêve. Accomplissement d'un rêve, à tout point de vue. Parce que quand il était jeune, dans sa chambre, il avait le poster de Cristiano Ronaldo. Bien sûr. Et aujourd'hui, il porte le même maillot de Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il va, le même numéro de maillot que Cristiano Ronaldo, est-ce qu'il va avoir les mêmes performances? Je ne sais pas trop encore, mais dans tous les cas, il y a les ingrédients pour. Il est dans un club qui a l'habitude de la gagne, il a des grands coéquipiers, c'est l'un des meilleurs effectifs au monde, c'est le plus grand club au monde. Il est très bien logé. Maintenant, attention, parce que quand Kylian Mbappé part de Monaco, qu'il arrive au Paris Saint-Germain, à un certain moment, on construit le Paris Saint-Germain autour de lui. Et on s'est tous rendu compte d'ailleurs qu'il était un peu au-dessus de l'institution Paris Saint-Germain. C'était gênant par moment. Or là, quand il arrive au Real de Madrid, le discours de Pérez dit ceci. Il dit ceci, le président du Real de Madrid. Il dit ceci, tu es en train de vivre l'accomplissement d'un rêve. C'est-à-dire que c'est Kylian Mbappé qui doit se mettre au service du Real de Madrid. À aucun moment, je n'ai entendu Pérez dire ou donner le sentiment qu'ils ont cherché ce garçon pendant de nombreuses années. Il a surtout renversé la tendance en mettant la pression sur Kylian Mbappé. Tu vis un rêve, c'est l'accomplissement de ton rêve. À toi maintenant de te mettre au diapason de cette institution qui est au-dessus de toi. Et c'est différent de ce qu'il vivait du côté du Paris Saint-Germain. Maintenant, sur son positionnement, oui, parce que là-bas, il y a de gros joueurs. Hein. Vous avez Jude Bellingham qui est là. Vous avez Vinicius qui a trouvé sa place, qui est la star, qui a fait une saison magnifique avec Rodrigo. le club. Vous avez le jeune Rodrigo qui également a fait une superbe saison. Aujourd'hui, nous tous, on se pose la question de savoir où va jouer Kylian Mbappé. Est-ce qu'il va jouer sur le côté? Mais sur le côté, tu as Vinicius et Rodrigo. Est-ce qu'il va jouer dans l'as? C'est ce qui est fort probable. Maintenant, est-ce qu'il va performer? Je pense que c'est le challenge qui l'attend. Mais connaissant ce garçon, sur ce qu'il nous a montré à la Coupe du Monde en 2018, sur ce que nous a montré la Coupe du Monde en 2022, même s'il a loupé l'Euro en 2024, oui, je pense qu'on peut parier que ce garçon va faire des choses extraordinaires avec le Real de Madrid, parce qu'un rêve d'un enfant ne peut pas commencer à l'âge de 10 ans, aboutir plus ou moins vers 24 ans et ne pas être glorieux un peu plus tard. Donc, j'y crois. Je pense qu'il va trouver, il a les qualités pour trouver sa place dans cette équipe du Real de Madrid. Mais la seule différence, c'est que l'institution est au-dessus de lui. En tout cas, vous croyez et surtout qu'il pourra apporter quelque chose de nouveau à la Casablanca. Juste un petit élément, vous l'ajoutez. Oui, allez-y. Avant que le grand frère d'Agoucha ne prenne la parole. Concernant un élément que Roger a dit sur le Paris Saint-Germain, non. Au Paris Saint-Germain, le projet, ce n'était pas Kylian. Il faut le dire clairement. Le projet au Paris Saint-Germain,
c'était Neymar. Neymar. C'est lui qui est acheté à 222 millions d'euros. Effectivement. Kylian Mbappé est venu en prêt la même année à 180 millions Non, mais d'euros. sur les 2 dernières années. Laissez-le terminer, s'il Sur vous les 2 plaît. dernières années. Laissez-le terminer, s'il vous J'explique plaît. en fait. Oui. Voilà. Je veux simplement dire que c'est un garçon qui est allé chercher sa place au Paris Saint-Germain, de leader. On ne lui a pas donné. Non. Quand le Paris Saint-Germain décide de construire son projet, il décide de faire des Neymar à la tête de gondole. Mais Kylian, il allait chercher de par ses performances. Et je pense que c'est un garçon qui a toujours eu cette envie-là d'aller chercher les choses plutôt qu'on ne lui donne ces choses. Il a fait à Monaco, si vous vous rappelez très bien. Quand il venait à Monaco, c'était Falcao qui était l'attaquant. Il a démontré qu'il pouvait aller chercher Falcao. On se rappelle du clash qu'il a eu avec son entraîneur, le Portugais à l'époque, qui lui a dit « Arrête de me considérer comme un bébé ». Il a fait une équipe de France en 2018, devant des garçons comme Olivier Giroud. Il allait chercher, comment on appelle son leadership, au Paris Saint-Germain, devant Neymar. Malgré l'arrivée de Lionel Messi, il a toujours maintenu son niveau. Donc il vient au Real avec une grande humilité. Il a dit lui-même, je suis venu, c'est vrai, des joueurs français ont demandé que je vienne. Mais celui qui a le plus insisté pour que je vienne, c'est Vinicius Junior. Je mets au service de l'équipe. Mais une chose est sûre et certaine, connaissant que le caractère de l'homme Kylian Mbappé, il va aller chercher le leadership du côté du Real Madrid. On l'espère bien. On verra bien. On verra bien. Justement, Dagochal, Jean-Philippe évoquait justement ces bons rapports avec Jude Bellingham, Vinicius Junior et puis Rodrigo. Comment vous entrevoyez la suite? Écoutez, le plus important dans une équipe, ce sont effectivement ce type de relations. Oui. Et très bons rapports avec les coéquipiers. Donc c'est déjà de bon augure pour lui. Mais dans une équipe d'une telle envergure, une telle institution, Roger Stéphane a bien fait de souligner ce que représente le Real Madrid, contrairement au Paris Saint-Germain. Et donc au Real Madrid, l'institution est au-dessus de n'importe quel joueur. Voilà. Ce qui n'a pas été le cas du côté du Paris Saint-Germain. Mais dans ce club-là, il arrive avec beaucoup d'affection de la part de ses coéquipiers, ce qui voudrait dire qu'ils vont l'aider non seulement à intégrer, à s'insérer, et puis ils vont vraiment l'accompagner dans l'accomplissement de son rêve. Ça, j'en suis convaincu. Après, à lui maintenant d'y mettre beaucoup d'humilité, surtout du travail, et puis de commencer plus à se taire. Parce que le Real, franchement, c'est différent. De commencer plus à se taire, parce que le Real, c'est différent. L'histoire du Paris Saint-Germain où la politique, c'est... il y a les déclarations polémiques. En Espagne, c'est pas comme ça. C'est l'équipe de la royauté, et donc on ne bavarde pas comme ça là-bas. Donc vraiment, j'aimerais que ce garçon-là mette beaucoup plus d'humilité et de sobriété. S'exprime moins sur ses positions. Et qu'il se mette au travail, parce que c'est lui qui a tout à gagner dans ce club aujourd'hui. Les autres ont déjà tout gagné. Même le petit Bellingham qui est arrivé, on ne pensait pas qu'il allait intégrer aussi facilement. Il a su s'intégrer, gagner une place de titulaire et finir meilleur joueur de la saison de ce club-là. Ça veut dire que c'est un club la Liga, c'est un club où si tu vraiment te donnes comme il se doit, tu performes. Ces années sont passées par là, ils n'ont pas déçu. Il n'y a pas de raison que ce soit lui qui déçoive avec autant de qualité. Maintenant, on attend de voir ce qu'il va donner, surtout qu'il a son père, entre guillemets, Zidane, qui est là pour l'accompagner. Bon, quoi de plus pour lui souhaiter bonne chance. Bonne chance. Et pour terminer, coach Alain, justement, est-ce que Kylian Mbappé, répondez-moi sincèrement, peut véritablement réussir au Real Madrid par rapport au talent, par rapport au jeu et surtout par rapport au trophée? Effectivement, il peut réussir puisqu'il a son entraîneur qu'il a eu au Paris Saint-Germain qui vient retrouver encore au Real. Donc, pratiquement, il va réussir. Et il doit réussir parce que je ne suis pas sûr que Carlo Ancelotti va vouloir mettre un joueur comme Kylian Mbappé sur le banc, sachant très bien qu'il a Bellingham qui peut jouer en numéro 10, il a Vinicius sur un côté, il a Rodrigo sur un côté. Il lui manquait qui? Un avant-centre. Kylian Mbappé, il peut jouer soit sur le côté, il peut jouer avant-centre. Donc, il est polyvalent. Et je pense qu'avec toutes les qualités qu'il a, il va réussir. D'accord. D'accord. En tout cas, c'est fait, hein, et ça crée le buzz ce soir. Kylian Mbappé fait réellement partie de la famille de Real de Madrid. Allez, une petite pause et on poursuit notre émission. À tout de suite, très chers téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la 3. Ravi de vous retrouver sur le plateau de la Grande Team. Nous serons donc ensemble pendant 90 minutes. Mais avant, je vous donne le sommaire.
nous avons gagné cette CAN, je pense que l'état d'esprit était pour beaucoup de choses. Et on espère que ça va continuer sur cette lancée, que ça va se perpétuer. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de bruit autour du football féminin. Les 3 étoiles, c'est vrai, ce sont les hommes qui l'ont apporté, mais les dames peuvent apporter encore plus. Nous ne voulons pas être votre concurrent. Le président aide nos sœurs, donner les moyens à ces jeunes filles. Et le résultat, on met ça dans les mains de Dieu. Et toute la Côte d'Ivoire est derrière vous. Merci beaucoup. Bon, est-ce qu'il y avait penalty ou pas? Pour moi, il y a contact. Pour moi, il y a penalty. Il y a penalty. L'Africain, tout doucement, est en train de peut-être venir en Ligue 1. Il a tout bien fait. Sauf son peut-être. Sauf la fin, sauf le peut-être. Sauf le peut-être. Tout le petit public qui a effectué le déplacement, voilà, se sentit très très à l'aise. C'est-à-dire que malgré les moyens qu'ils ont, ils sont en train de mettre en place les rudiments du marketing pour emmener des supporters à adhérer à leur projet. Et malheureusement, ils n'ont que des versions différentes sur chaque point concernant le dossier. La Grande Team, à voir du lundi au vendredi en direct sur la 3 à 20h30. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Vous suivez votre émission, bien sûr, essentiellement sportive. Et l'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien sûr sur la 3. Voilà, et on passe à l'actu de ce soir. On y va. Chaque soir, vous le savez, on vous permet de participer à l'émission du lundi au vendredi à partir de 20h30 et le téléphone est ouvert. Voilà, c'est maintenant le moment où vous pouvez participer à l'émission. Je vous donne donc le numéro, je vous redonne même le numéro, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. La question LGT, football international, vainqueur une nouvelle fois de la Copa América, Messi a-t-il définitivement pris le meilleur sur Ronaldo? La rivalité entre Messi et Ronaldo alimente les débats. Oui, depuis plusieurs années maintenant, vainqueur une nouvelle fois de la Copa América, Messi a-t-il définitivement pris le meilleur sur Ronaldo? Quelques pistes dans cette vidéo, on regarde. Depuis près de 20 ans, leur rivalité a animé les discussions, les rédactions et les plateaux de télévision. La régularité de leurs performances et leur capacité à enchaîner les records ont fait de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo les deux meilleurs ennemis du foot. Une rivalité qui a gagné en intensité en 2008 quand la star portugaise rejoint l'Espagne et pose ses valises au Real Madrid. Commence alors un vrai duel qui donne au Classico Real-Barça une saveur spéciale. Le combat des deux hommes se poursuit sous leurs couleurs nationales respectives. Champion d'Europe avec le Portugal en 2016, Ronaldo ajoute à son palmarès une Ligue des Nations. Il complète une vitrine déjà pleine de 5 trophées de la Ligue des Champions et 5 distinctions du Ballon d'Or. Son alter ego, lui, compte 8 ballons d'or et 4 trophées de C1. Médaillé d'or au JO de 2008, la Pulga a fini par offrir à l'Argentine sa 3e Coupe du Monde. Vainqueur de la Copa América en 2021, il a récidivé cette année 2024 avec un 2e sacre dans l'épreuve. Ce trophée de plus vient-il mettre fin au débat entre les deux monstres sacrés du football ? Est-ce la fin du duel? Messieurs, sur le plateau, Messi a-t-il définitivement pris le meilleur sur Ronaldo? En oui ou un non, s'il vous plaît. Et après, avec un tour de table, vous pourrez argumenter. Un non pour Jean-Philippe, un oui pour Roger Stéphane, un oui aussi pour Dagochal et un oui pour Coach Alain. Coach Alain. Ben écoutez, quand on prend les trophées qui ont été gagnés individuellement par les deux, Messi est au-dessus. En plus, Messi il gagne une Coupe du Monde, il gagne un Jeu olympique. Cristiano, malheureusement, n'a pas gagné les Coupes du Monde, n'a pas gagné des Jeux olympiques. Après, Messi il gagne 2 Copa América. Cristiano, il gagne une seule Coupe d'Europe. Ben, je pense que... Et puis, il a plus de ballons d'or encore que Cristiano. Quand on regarde ces performances-là, on peut dire en plus, les deux sont pratiquement vers la fin de leur carrière.
Il n'aura plus encore de duel parce que là, après cette Copa-là, je ne vois plus le même Lionel Messi revenir encore jouer en équipe nationale ou bien en club. Peut-être qu'il va laisser reposer. Parce qu'il disait la dernière fois, dans une interview, qu'après la Copa América, il allait se concentrer maintenant sur sa famille, voir comment ses enfants ont progressé. Il va profiter un peu de sa famille. Mais je pense qu'on tire vers la fin. Et malheureusement pour ces deux-là, encore et heureusement pour un seul qui a déjà tout gagné, et l'autre qui est en train de travailler d'arrache-pied pour venir au sommet. Et puis, ça s'achève là. Messi a pris le dessus. Bravo à lui. Cristiano n'a pas démérité. Il a aussi gagné des trophées dans plusieurs championnats. Messi a gagné des trophées dans pratiquement un seul championnat. Ça va faire des débats, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on comptabilise, l'autre a 45 trophées et l'autre en a 35. Ça fait 10 trophées de différence, c'est quand même énorme. On verra tout à l'heure même les statistiques. Vous l'avez dit, hein, ça fait le débat. Parce qu'effectivement, pour vous, Messi a pris le dessus, ce qui n'est pas le cas du tout pour Jean-Philippe. Écoutez, aujourd'hui, c'est assez drôle. J'ai l'impression que les normes varient en fonction de la tête du client. Une seconde, Jean-Philippe, juste l'appelant. Bonsoir, monsieur. Monsieur Adeleke? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Adeleke. Oui, bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute. Hein. Est-ce que Messi a pris définitivement le meilleur sur Ronaldo? Bon, moi, je pense que ce débat-là, il est clos. Il est clos il y a longtemps. Ce débat-là ne devait plus exister. D'accord. Bon, puisque, comment dirais-je, si vous parlez des meilleurs en termes de trophées, si vous parlez des meilleurs en termes de trophées, je pense que c'est depuis la Coupe du Monde 2022 que Messi a pris le meilleur. En termes de trophées, je dis bien en termes de trophées. Okay. Et depuis la Coupe du Monde 2022, il a pris le meilleur. Parce que la Coupe du Monde a mis fin définitivement à ce débat. Sinon, cette Copa América là, moi, je n'ai pas vu l'impact de Messi dans le parcours de l'Argentine. Je n'ai pas du tout vu l'impact de Messi. Ça a été un championnat ça a été une compétition même qui a eu un niveau très bas. Et je n'ai pas vu l'impact de Messi. Donc, pour moi, le débat, là, il est déjà clos. Je dis bien meilleur en termes de palmarès. Il est meilleur par rapport à Cristiano Ronaldo parce qu'il a gagné une Coupe du Monde et il a le plus de ballons d'or. Donc, sur ce plan-là, le débat, il est clos depuis 2022. D'accord. Donc, depuis 2022, Messi a pris le meilleur sur Ronaldo. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation. Je termine. Oui. Je termine par rappeler au coach Alain que Carlo Ancelotti n'a jamais entraîné Kylian Mbappé. Ok. Merci. D'accord. Non, il n'a jamais vu. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Oui, donc voilà, pour lui, le débat est clos depuis 2022. Mais il a un peu résumé ce que je m'apprêtais à dire parce que, comme il a dit, il a beaucoup insisté sur un terme. Si c'est en termes de trophée, il n'y a pas de débat. Mais la question, elle est énigmatique. Quand on dit est-ce qu'il a pris le dessus, elle est large. Il a pris le dessus par rapport à quoi? Quand on dit oui, parce qu'il a remporté, est-ce qu'il a pris le dessus? C'est par rapport à la comparaison qui a toujours existé entre les deux, qui tenait compte de leur performance individuelle, comme on appelle des trophées collectifs, des trophées individuels. Voilà pourquoi la question est large. Donc, et surtout par rapport au fait que Messi vient de remporter la Copa América. Si on essaie de décortiquer, moi je dirais que remporter une Coupe d'Europe, c'est pratiquement remporter 5 Copas. Je le dis pourquoi. La Copa América se joue généralement entre soit les équipes de l'Amérique du Sud, où ils font des éditions spéciales où on invite les équipes de l'Amérique du Nord. Très souvent, on invite des pays comme le Qatar et autres pour venir compléter les participants de la Copa América. C'est une compétition qui, tantôt s'organise chaque 4 ans, tantôt chaque année, tantôt chaque 3 ans. Bon, on ne comprend rien dans son fonctionnement. Et au-delà même de cet aspect sur la Copa América, c'est une compétition qui se joue entre des nations où il y a, je crois, 3 champions du monde, dont je dirais 2 champions du monde actifs et un qui est complètement endormi, qui est l'Uruguay. Si vous prenez l'Euro, vous avez 5 champions du monde très actifs qui, à chaque compétition de la Coupe du Monde, démontrent de quoi est-ce qu'ils sont capables, qui remportent à chaque fois toutes les grandes compétitions internationales comme les Jeux Olympiques et autres. On ne peut pas comparer le niveau des 2 compétitions. L'Euro, en plus, c'est 24 nations depuis 3 éditions. Donc, je vois une Copa América, comme le monsieur qui l'a dit, qui s'est passée à un niveau très bas, avec une équipe de la Colombie qui était la meilleure équipe de la compétition, avec un James Rodriguez au sommet de son art. Bon, comme la Côte d'Ivoire en 2024, l'équipe de l'Argentine a remporté sa compétition. Bravo à elle. Mais bon, est-ce pour autant que remporter une Copa voudrait dire qu'on est forcément meilleur
un très grand joueur qui évolue sur un autre continent? Je dirais non. Si on parle de Messi par rapport à la Copa avec Vinicius, un joueur brésilien comme Neymar et autres, ok, la comparaison peut se faire, mais ils ne sont pas dans la même sphère. Donc, pour moi, déjà mettre en relation la Copa avec le fait de dire que comme il a gagné la Copa, il est au-dessus de Cristiano Ronaldo, ça me dérange. Maintenant, si on doit rester à la comparaison uniquement du palmarès collectif, je pense que c'est une statistique. Et sur les statistiques, il n'y a pas de débat. Il a plus de trophées que Cristiano Ronaldo. C'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, est-ce qu'à ce niveau, avoir plus de trophées qu'un joueur signifie qu'on est meilleur que ce dernier-là? Ça va ouvrir encore une boîte à Pandore. Parce que moi, je vois Dani Alves qui a 44 trophées. Mais est-ce pour autant qu'on pourra dire que Dani Alves est le meilleur latéral de toute l'histoire du football? Je ne le pense pas. Voilà. Donc, je suis un peu gêné par rapport même à la thématique, qui, à mon sens, c'est une bonne thématique, mais qui n'a pas mis un accent particulier sur ce qu'on entend par pris le dessus. Voilà. Pour moi, en termes de statistiques, dans la globalité, ce que chacun a réalisé sur le terrain, quand ils étaient dans, je dirais, la même... en Europe. Voilà, en Europe, si c'est sur ce point-là, je pense qu'il n'y a pas match. Ceux qui vont faire l'analyse en considérant l'évolution à leur prime en Europe vont vous dire, statistiquement, Cristiano est meilleur. Très bien, Jean-Philippe. Sur les discussions individuelles, Messi est meilleur. Donc, à chaque fois, on essaie de trouver un aspect où l'un est meilleur que l'autre. En tout cas, la thématique de ce soir, la question est bien formulée. Je redonne la question LGT. Football international, vainqueur une nouvelle fois de la Copa América. Voilà. Messi a-t-il définitivement pris le meilleur sur Ronaldo? C'est très bien la question de ce soir. Et justement, on débat. Avant de vous entendre, s'il vous plaît, Dago Charles et Roger Stéphane, pour pouvoir avancer et être au même niveau pour tout le monde, voyons déjà les statistiques, justement, de Lionel Messi. Et aussi, on verra les statistiques de Ronaldo. Donc, on part avec les statistiques de Messi. Alors, Lionel Messi, c'est 10 titres de champion d'Espagne. Bon, là d'abord, c'est le palmarès. Oui, le palmarès. 2 titres de champion de France. Médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2008. Il a 4 trophées de la Ligue des Champions. Il a 8 consécrations au Ballon d'Or. Il a une Coupe du Monde de football, c'était en 2022. Il a 2 trophées de Copa América. Oui. Pour l'instant, j'ai envie de dire, parce que si ce n'est pas encore fini, Cristiano Ronaldo, il a 2 titres de champion d'Espagne. Il a 3 titres de champion en Angleterre, 3 titres de champion en Italie. Il a 5 trophées de la Ligue des Champions, 5 consécrations au Ballon d'Or et 1 trophée pour l'Euro. Pour l'instant, j'ai envie de dire. Voilà, et bon, si les statistiques aussi sont... Il a aussi gagné disponibles. Une Ligue des Nations. La Ligue des Nations, oui. Cristiano Ronaldo a gagné on la Ligue verra les statistiques plus tard parce qu'elles ne sont pas encore prêtes. Voilà, donc Roger Stéphane, je vous écoute. Non, c'est-à-dire que je voulais rabattre en brèche un des arguments de Jean-Philippe. Il fait la comparaison entre le football européen et le football sud-américain. Non, je fais la comparaison entre 2 compétitions. Très bien. La Copa América et l'Euro. Et l'Euro, oui. J'estime que la Copa América n'a absolument rien à voir à l'Euro parce que des équipes qui participent à la Copa América, notamment le Brésil, est considéré depuis longtemps comme la meilleure équipe de football au monde. Ouais. Et pourtant, le Brésil joue la Copa América. Voilà. Mais même toujours, c'est le pays, la nation la plus titrée. Elle a 5 coupes du monde. Quand tu prends l'Argentine, en a 3, l'Uruguay en a 2. Ces pays-là n'ont absolument rien à voir aux équipes européennes quand elles sont en Coupe du Monde. Deuxième élément, les Européens dont ils parlent n'ont jamais gagné une Coupe du Monde en dehors de l'Europe. Ils l'ont toujours gagné sur leur continent. Par contre, qui l'a gagné au Brésil? Vous allez me rectifier après, calmez-vous. Le Brésil, je crois. Qui l'a gagné au Brésil? Jean-Philippe, laissez-le terminer. Oui, l'Allemagne en 2004. Jean-Philippe, laissez-le terminer. Oui, Stéphane, si vous répondez, je ne peux pas gérer le débat. Ça marche, oui, c'est vrai. Oui, je dis ça m'a échappé. L'Allemagne a gagné en 2004. Allez-y. Je suis d'accord. L'Allemagne de Neuer a gagné en 2014 au Brésil, c'est vrai. Mais c'est peut-être le seul élément qui m'a vraiment échappé. Mais en dehors de ça, les Sud-Américains ont gagné énormément. Jean-Philippe, carton jaune. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut... Des choses peuvent nous échapper aussi quand même. On n'a pas la science. Je suis d'accord. Non, poursuivez. Mais l'analyse est juste. Voilà. Les Européens n'ont pas gagné beaucoup de coups du monde en Amérique latine. C'est connu. Les Latino-Américains ont gagné beaucoup de coups du monde en Europe. C'est connu. C'est clair, c'est net. Alors, j'y reviens. Jean-Philippe, vous allez prendre un carton. Je poursuis. Je t'ai dit une côte vérité. Laissez-le, s'il vous plaît. Voilà. Vous allez noter. Allez-y. Et puis vous réagissez. Je continue. Donc, les Sud-Américains n'ont vraiment rien envié. La preuve, les meilleurs joueurs au monde
il part de l'Amérique du Sud pour aller briller en Europe et il domine les Européens. Je peux vous citer beaucoup, hein. S'il avait, je l'ai cité beaucoup. Diego, Ronaldo, Ronaldinho, etc., etc. Ils sont sud-américains. Donc sur ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Maintenant, sur les trophées par rapport à Messi et Ronaldo, c'est vrai que c'est une question difficile. Parce que les deux joueurs sont monstrueux quand même. Mais si on regarde deux petits détails, on peut donner un petit avantage à Lionel Messi. Du fait simple qu'il a gagné, par exemple, la Coupe du Monde de football en 2022. Ce que Cristiano Ronaldo n'a jamais gagné. Du fait simple que Lionel Messi a disputé une finale de Coupe du Monde en 2014. Ce que Cristiano Ronaldo n'a jamais fait. Du fait simple que Lionel Messi a été élu meilleur joueur de Coupe du Monde en 2014. Ce que Cristiano Ronaldo n'a pas encore fait. Donc si on regarde ces Jeux Olympiques, ces deux éléments, et qu'on considère que Messi également a gagné les Jeux Olympiques, on peut s'aventurer à dire, et cela n'en déplaise à mon cher Jean-Philippe, que Lionel Messi est légèrement au-dessus de Cristiano Ronaldo. En 2022, avant 2022, la compétition majeure qui manquait aux deux, c'était la Coupe du Monde. Il avait déjà gagné la Copa, Ronaldo avait déjà gagné l'Euro. Mais la Coupe du Monde a fait la différence. Elle a fait la différence. Quand on prend le grand roi Pelé, quand on parle de Pelé, quelles sont ses références? C'est les 3 Coupes du Monde qu'il a gagné. C'est ça qui fait de Pelé le plus grand de tous les temps. Parce qu'au rendez-vous des plus grands, que Ronaldo n'arrive pas à gagner, au rendez-vous des plus grands, Pelé en a gagné 3 fois. Mais c'est sur ça que Lionel Messi, légèrement, a mis fin au débat. Et quand on regarde ces chiffres-là, fatalement, c'est difficile pour tous les supporters de Ronaldo, à l'image de Jean-Philippe. Mais je suis désolé, Lionel Messi est légèrement au-dessus de Cristiano Ronaldo. D'accord, Dago Charles, on va vous entendre, Jean-Philippe. Il a dit une code vérité. Je prends voilà. Monsieur Soro, qui nous appelle de la Riviera Faya. Bonsoir, Monsieur Soro. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Soro. Bonsoir à tous sur le plateau. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute. Je vous redonne la question à LGT. Vainqueur une nouvelle fois de la Copa América, Messi a-t-il définitivement pris le dessus sur Ronaldo? Bon, je vais pris le meilleur, mais bon, c'est pareil. Allez-y. Ok, je vais rejoindre le dernier appelant. Voilà. Pour ma part, je dirais que Messi, depuis le mondial 2022, a clore le débat. Ok. Merci. Voilà. Parce qu'avant ça, on se plaignait qu'il n'avait pas de trophée en équipe nationale. C'était le débat qui était là. Ouais. Et après que Ronaldo ait eu l'Euro, ouais, la polémique était là que Messi, avec l'équipe nationale depuis, n'a encore rien fait. Et il est venu, il a pris la Copa, il a pris le mondial. Et encore, il est venu encore prendre la Copa. Donc, je pense qu'il n'y a plus de débat. C'est juste du fanatisme, voilà, pour les supporters de Ronaldo. Et en parlant de trophées, il est devant. Statistiquement, personnellement, si on veut comparer les deux joueurs en termes de ratio, on dira que Messi est devant Cristiano. D'accord. Voilà, parce que Cristiano a débuté avant Messi, je crois 2 ans ou 3 ans avant. Ouais. Donc en termes de ratio, si on veut comparer le nombre de buts, tout ça, Messi est encore devant lui. D'accord. Donc c'était votre participation à l'émission. Merci beaucoup pour votre apport, Monsieur Soro, qui nous appelait de la Riviera Faya. Jean-Philippe, oui, corrigez rapidement pour que Dago Charles puisse s'exprimer. Si on veut parler des statistiques... Jean-Philippe, je vais vous retirer la parole. Mais je suis en train de parler même de la parole. Non, je vous ai donné la parole parce que vous avez dit que vous devez corriger. Oui, mais c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc allez-y. Oui, donc je disais déjà que si on veut faire partie sur cette base, Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde parce que sur le ratio, il est bien meilleur que Lionel Messi à tous les temps des passages. Donc, je l'ai dit toujours, les statistiques, on peut les lire comme on les veut. Maintenant, pour Roger Stéphane, il y a un seul élément que je veux dire à Roger Stéphane quand il fait la comparaison entre les équipes nationales sud-américaines et les équipes nationales européennes. Je suis désolé. Déjà, quand on prend le nombre de Coupes du Monde remportées par les équipes nationales, l'Europe est devant l'Amérique du Sud. Premier point. Le second point, il y a une seule nation sud-américaine qui a remporté une édition de Coupe du Monde en Europe, c'est le Brésil en Suède. C'était la première Coupe du Monde remportée par Pelé. Après ça, aucune équipe sud-américaine ne s'est imposée sur le continent européen. Quand le mondial est devenu ce qu'il est aujourd'hui et qu'il était question de repartir au Brésil pour jouer, on a vu l'humiliation que le Brésil a subie face à l'équipe de l'Allemagne 7-1 chez elle à domicile. Il n'y a pas de comparaison possible entre les sélections
sud-américaines et les sélections européennes aujourd'hui. Premier élément. Le deuxième élément pour terminer. Voilà, deuxième et dernier élément. Il y a des joueurs sud-américains qui quittent chez eux, qui viennent briller que les Européens. Mais quel Européen va partir en Amérique du Sud? Pourquoi? C'est une migration économique. Ils viennent en Europe tout simplement parce qu'ils viennent chercher, comme on appelle, beaucoup plus d'argent. Ils viennent en Europe surtout parce qu'ils le disent eux-mêmes, c'est là-bas que se trouvent les meilleurs joueurs du monde. Voilà la différence. Donc, je le dis et j'insiste là-dessus. Sur les éléments qu'il a dit, ça n'a rien à voir avec son avis sur la comparaison entre les deux. On a bien compris. Le football européen est largement au-dessus du football sud-américain. C'est ce que je voulais dire. D'accord, merci Jean-Philippe. C'est l'avis de Jean-Philippe Dagochal. On vous écoute sur la question. Moi, je voulais tirer mon chapeau. Vous n'êtes pas du même avis que Jean-Philippe. Je voulais tirer mon chapeau ce soir à Roger Stéphane qui a fait un exposé brillantissime. Oui. Venant des fans de Messi, c'est Non, ça n'a rien à voir. Allez-y, Dagochal. Là, nous sommes des analystes. Je pense que chacun de nous donne un point de vue. Et puis, l'opinion nationale et internationale pourra donner toute autre chose, peut-être différente de ce que nous disons. C'est ça. Voilà. Jean-Philippe. Non, je suis un fan de quelqu'un qui est extraordinaire. Donc voilà, c'est ce que je n'ai pas menti. Et donc, moi, ce que je voulais dire sur les deux, dans les années 60, on a connu ça. On a connu Pelé, Zobio, cette comparaison. Comme si de rien n'était. Voilà. Donc je disais tantôt que dans les années 60, on a connu ce type de comparaison. Pelé, Zobio, 70, Beckenbauer, Johan Cruyff, 80, Platini, Maradona. Mais ce duo-là a été vraiment celui qui a le plus duré en termes de rivalité sur la planète football. Et pour ça, vraiment, moi, je voudrais leur tirer d'abord le chapeau parce que l'objectif du football, au football, l'objectif, c'est de marquer des buts. Et ces deux-là nous en régalent. Nous ont marqué suffisamment de buts au point où voilà, on est tous satisfaits de leurs différentes performances. Deuxièmement, ce qui m'a le plus plu chez eux, c'est leur dévouement à l'endroit de leurs différents pays. Chacun d'eux a essayé de donner le maximum de lui pour que leur pays brille au plan international. Et c'est à ce niveau-là que Messi, comme Roger Stéphane l'a dit, a été vraiment un peu au-dessus de Cristiano Ronaldo. Mais ça n'enlève en rien le talent monstrueux que nous reconnaissons tous à Cristiano Ronaldo. En définitive, pour ne pas revenir sur les performances des uns des autres, bien sûr. Pour les grands défenseurs du monde sinon les grands footballeurs, quand on prend en termes de ratio, ça peut-être que Auria pourra encore peut-être me contester ce que je dis. Des grands défenseurs pour l'instant, il est calme. Et autres ont tous, quand ils ont fréquenté, ils ont côtoyé Messi, pour certains, pour d'autres, Cristiano Ronaldo, les propos sont différents à l'endroit les uns des autres. Quand tu prends Cellini, il dit, si tu veux jouer quand tu joues contre Cristiano Ronaldo, fais en sorte qu'il ne pique pas dans l'axe sur son côté droit. Si tu as réussi à le faire, tu arrives à le boucler. Pour ce qui est de Messi, il faut faire signe de croix, puis il faut prier. Ça dit tout de ce que Messi a apporté à ce football-là. La chair, il donnait de la chair de poule dans les stades. C'est vrai que Cristiano Ronaldo a tout donné. Il a travaillé pour arriver au niveau de Messi. Messi, on pourrait dire qu'il est prédestiné, c'est inné, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais ce garçon, il a tout donné au football et c'est vraiment incroyable. Moi, je ne dirais pas que Messi n'est pas meilleur tout de suite que Cristiano Ronaldo, oui. Mais vraiment en termes de valeur intrinsèque, footballistique, le gars, vraiment le footballeur qui fait chavirer la planète football, c'est Lionel Messi. Au-delà des trophées, tout ce qu'on peut dire. Ce que Cristiano Ronaldo réalise, si tu te mets au travail, tu peux le réaliser. Si tu te mets vraiment au travail, tu peux le réaliser. Ouais. Mais ce que Messi réalise, franchement, on va te donner tous les calls du monde, tu ne peux pas le faire. Ces contrôles à 5 cm du ballon, aucun centre de formation on ne peut pas apprendre ça, ces contrôles. Ces dribbles, on ne peut pas apprendre ça. Mais on peut essayer d'atteindre ce que Cristiano Ronaldo a fait. Donc pour moi, je leur tire le chapeau. J'espère que dans les années à venir, on aura aussi d'autres footballeurs comme ces deux-là. Parce que vraiment, ils ont été monstrueux. Je ne veux pas vraiment les comparer en termes de trophées, parce que tout le monde sait. Si on prend les trophées individuels, 8 ballons d'or contre 5 ballons d'or, il n'y a pas photo. Mais quand tu regardes un match de Messi, puis tu regardes un match, quand tu les prends à 25 ans tous les deux, un match de Cristiano Ronaldo, franchement, il y a une petite différence. Le gars qui te fait sauter de ton fauteuil, c'est Lionel Messi. C'est Lionel Messi, pour vous. D'accord, bon, il ne fait pas sauter du tout Jean-Philippe de son fauteuil. Voilà, vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux propos de Dagochal? Non, j'ai rien à dire. Moi, j'ai ma conclusion. Votre conclusion, allez-y avec votre conclusion. Moi, la conclusion sur les deux, comme je l'ai dit, c'est deux énormes footballeurs. Vraiment, c'est bien ce qu'ils nous ont montré depuis 15 ans. On est content d'eux. Ils vont à la retraite, c'est très bien. Mais je pense que d'un point de vue performance
Cristiano Ronaldo, j'ai du respect pour lui. Parce que quand même, partout où il est passé, il a brillé. Il a brillé au Portugal, il a brillé en Angleterre, en Italie, etc. C'est très bien, il brille partout. Mais quand on parle de génie pur en matière de football, oui, c'est Lionel Messi. Lionel Messi est plus talentueux. Lionel Messi, le football de Lionel Messi est plus plaisant, est plus génial que celui de Cristiano Ronaldo. C'est dommage. Et le dernier élément, à Jean-Philippe, c'est qu'on joue au football pour gagner des trophées. Effectivement. Tout simplement, à Jean-Philippe. Oui. C'est tout. Messi a gagné plus de trophées. Vous avez dit que vous n'avez rien à ajouter. S'il vous plaît. Messi a gagné plus de trophées. Terminé, oui. Messi a gagné plus de trophées que Cristiano Ronaldo. 45 contre 35, c'est ça? Oui. Je pense que Messi a mis de l'ordre dans le débat depuis très longtemps. D'accord. Nous avons Kalou Bonaventure qui s'exprime sur la rivalité Messi-Ronaldo. On écoute. En termes d'influence dans le jeu, les deux ont beaucoup d'influence. Mais je dis que sur la fin, Messi en a plus que Ronaldo parce que simplement Ronaldo a un jeu qui est basé sur le physique et plus les années avancent, plus le physique décline. Messi a un jeu un peu plus, je dirais, cérébral que Ronaldo. Il connaît ses forces, il connaît ses faiblesses. Donc il joue presque en marchant. Sur ces dernières années, il joue presque en marchant. Quand il a le ballon, il essaie de piquer comme une abeille. Voilà, c'est un peu ça la différence. Mais je pense que les deux ont de l'influence, mais sur la fin, plus Messi que Ronaldo. Voilà les propos de Kalou Bonaventure. Oui, Dagochar. Non, quand les propos viennent surtout d'un artiste comme Kalou Bonaventure, bon, enfin, tout est dit. Le sondage dit Messi, hein? Tout est dit, et donc il n'y a plus rien à ajouter. Le sondage, c'est Messi. On peut seulement leur dire bravo à tous les deux. Oui. On peut seulement leur dire bravo à tous les deux. Chacun a eu sa palette de jeux. Messi, c'est pratiquement tous les dribbles chaloupés, c'est les piqués. Cristiano Ronaldo, c'est beaucoup plus le physique, les boulets de canon et autres. Les jeux aériens, oui. Mais après, dans la finesse, dans tout, c'est Messi. Bon, ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné. Ce qui me désole un peu, Auria, c'est plus un soir, me dit, Charles Dago, tu as joué. Même mes parents reconnaissent que tu es un grand footballeur au stade, à l'Africa, au stade d'Abidjan, mais tu n'as rien gagné les éléphants. Ça voudrait dire quoi? Il ne m'a pas insulté non plus. C'est un constat. Il sait bien qu'au football, on joue pour gagner des trophées. On joue pour gagner des trophées. Donc si nous sommes en train de parler de ça, vraiment qu'il accepte, parce que c'est des choses qu'il dit aux antennes. Aujourd'hui, il ne veut pas reconnaître. Mais il n'a pas le choix. Il ne veut pas reconnaître que. D'accord, vous savez. Non, ça suffit. Il ne veut pas dire que vous avez gagné plus de trophées que vous pouvez plus faire. Très bien. Bon, comme quoi, finalement, la rivalité Messi-Ronaldo, il y aura toujours débat. Donc, merci. C'est la fin de la grande team. Voilà. Merci beaucoup, Coach Alain. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Voilà, rendez-vous est pris demain à 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport. Au revoir.